entamer la session panel avant de continuer la session des interventions. Donc le développement rural ne peut être pensé sans une approche territoriale, intégrée, capable de prendre en compte les spécificités locales, les dynamiques sociales, économiques et environnementales, ainsi que la diversité des acteurs impliqués. À travers ce panel intitulé « Dynamique territoriale au service du développement rural », nous aurons l'occasion d'explorer comment les politiques publiques, la recherche scientifique, la coopération internationale et les initiatives locales peuvent converger vers un objectif commun, c'est celui d'un développement rural inclusif, durable et résilient. Pour enrichir cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir des intervenants de grande qualité, issus d'institutions nationales et internationales, reconnus pour leur engagement en faveur du développement territorial. Donc nous aurons M. Hicham Alaoui Mhemdi, représentant de la FAO au Maroc. M. Cloupé Selvin, représentant de l'Institut de recherche pour le développement. M. Bertrand Verbrecht, conseiller aux affaires agricoles pour le Maroc et la Tunisie au niveau de l'ambassade de France à Rabat. Monsieur Julien Beurt, chercheur en évaluation environnementale et gestion de l'eau à l'UMRGO CIRAD. Madame Chaponnier Anne, chef de projet GIZ Maroc. Et modéré par professeur Nasreddin Matullah, enseignant-chercheur au niveau du département des sciences humaines à l'IAB Hassan II. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au comité d'organisation qui ont fait un peu l'effort de réorganiser un peu l'événement dans un souci un peu de créneau horaire pour nos invités, nos panélistes. Mesdames et messieurs, bonjour, chers invités, chers directeurs adjoints, chers partenaires, chers institutionnels, chers étudiantes et étudiants. Il y en a plusieurs dans les couloirs, ils vont nous rejoindre. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Et je vous remercie chaleureusement de m'avoir confié cette mission de modérer ce panel intitulé « Dynamique territoriale au service du développement rural ». Vous m'honorez non seulement par cette confiance, mais aussi par le choix de la thématique et la pertinence de la thématique. Aussi par la qualité de l'organisation, on voit que quand même il y a un effort qui a été fourni et ça se voit. Et aussi par votre capacité à fédérer autour de vous des regards et des acteurs et des regards croisés peut un peu enrichir et aller au-delà un peu des préoccupations classiques. Je tiens aussi à saluer cette vision des étudiants et des organisateurs de forum de l'AMEA, une vision d'organiser un panel avec des partenaires internationaux et questionner en profondeur leur stratégie d'intervention sur le territoire national pour un développement rural. Et par l'occasion, cette ambition ne serait rien sans l'engagement de nos invités aujourd'hui, leur accompagnement généreux qui ont accepté de se mobiliser un samedi pour accompagner nos étudiants, pour accompagner cette réflexion, au nom de l'Institut économique et vétérinaire Hassan II, au nom des étudiantes et étudiants de l'association. On vous remercie pour votre engagement et pour votre accompagnement. Donc, sans trop tarder, on a avec nous nos invités de jour et nos panélistes, M. Sylvain Cloupé, le représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Maroc, M. Bertrand Verbrecht de l'ambassade de France, Madame Anne Chaponnière de la GIZ de Maroc, M. Hicham Alaoui de la FAO et M. Julien Beurt qui est du CIRAD et qui est expatrié scientifique à l'Institut économique et vétérinaire Hassan.
Donc sans trop tarder, si ça ne vous dérange pas, peut-être on s'organisera d'une manière un peu intelligente pour laisser un peu d'espace horaire pour le débat à la fin. Je vais inviter nos panélistes à prendre la parole pendant une dizaine de minutes pour un peu nous présenter leurs interventions stratégiques pour la dynamique territoriale et pour le développement rural au Maroc. Et on laissera les questions à la fin à tous les panélistes. C'est le temps que les autres collègues nous rejoignent et puis on va enrichir le débat par la suite. Donc peut-être je commencerai par M. Sylvain Cloupet. À vous la parole. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs et puis à l'IAV de nous avoir invités, de nous permettre de nous exprimer aussi ce matin, même si c'est un samedi matin. On est très heureux, enfin, moi je suis très heureux d'être là. Et puis féliciter aussi les organisateurs parce que c'est une journée qui n'est pas toujours évidente. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les étudiants. Et puis les enseignants, je suis moi-même également enseignant-chercheur dans le civil habituellement. Et du coup, voilà, je mesure aussi à l'image que vous véhiculez voilà, la qualité du travail réalisé. Pour présenter, peut-être si vous me permettez rapidement de présenter mon institution et de la remettre dans un contexte de recherche interdisciplinaire au service justement du développement durable d'une manière générale et puis pour atteindre un peu les objectifs de développement durable. Donc, je représente un centre de recherche français de l'IRD qui produit une recherche multidisciplinaire, multithématique, depuis 80 ans dans les régions tropicales, méditerranéennes et extramarines. Voilà. C'est un contexte qui est important pour nous parce que la vocation de cette EPST, qui est un centre de recherche français, c'est vraiment de projeter une recherche différente sur des climats et puis des latitudes qui ne sont pas celles que nous avons l'habitude d'avoir en Europe, tout simplement. Et puis, pour introduire un peu la thématique du jour sur la dynamique territoriale au service du développement rural, j'étais pas en difficulté, mais je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais raconter en fait de mon côté. Moi, je suis moi-même mécanicien. Vous voyez que je suis loin de votre domaine d'expertise. Comme on est aussi multidisciplinaire à l'IRD, voilà, on n'est pas toujours en prise forcément avec les questions d'agriculture et de développement rural. Enfin, on l'est pour autant sur des sujets holistiques au travers de l'eau, au travers la dynamique et la reconversion économique des territoires, etc. Donc du coup, c'est par ce biais-là que je vais introduire un petit peu un certain nombre de choses sur cette thématique. Et donc pour y répondre, parce que l'IRD prône une recherche interdisciplinaire, je l'ai déjà dit, mais une place forte aussi pour la présence des sciences humaines et des sciences sociales dans les approches sur parfois des thématiques qui sont bien plus académiques que d'autres. Donc c'est comprendre les dynamiques sociétales et les relations sociales qui sont en jeu. Et pour ce faire, on a en fait 13 grands défis à l'IRD qui permettent en fait de mixer des chercheurs de disciplines différentes pour essayer d'amener des réponses, d'amener des compréhensions, d'amener de la connaissance à des sujets qui sont des défis clés. Et j'en ai retenu en fait 8, il y en a 13, et vous verrez que sur les 8 que je retiens, en fait, ils sont tous en lien finalement avec la question des territoires et la question aussi du développement rural. Avec souvent le lien, ça va être sur une agriculture ou des dynamiques sociales et des équilibres, éviter les crises, enfin, voilà, faire en sorte qu'on maintient un certain nombre d'équilibres qui soient sociétaux, environnementaux, etc. On a un premier défi qui traite des terres et des sols, où la question c'est l'enjeu évidemment de l'activité humaine sur les systèmes des sols, et puis sur les aspects un peu plus physico-chimiques. Les systèmes alimentaires durables, je pense que tout le monde voit clairement, c'est juste pour vous montrer un peu que ça fait appel à bon nombre de disciplines, et puis je pense que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de la recherche dans le monde. Les géoressources et la durabilité de l'extraction et de l'utilisation de ces ressources, la question de la biodiversité, sa sauvegarde, sa compréhension. Et on a 4 grands défis transversaux qui traitent de l'agroécologie, et on voit le lien tout de suite évidemment avec
les dynamiques en développement rural, l'eau comme bien commun, encore une fois, les inégalités, la question c'est de les comprendre et de les réduire, et puis toutes les questions qui touchent des risques et des crises, avec évaluer les risques et lutter contre l'ensemble des crises. Voilà. Ce que je souhaitais, par cette introduction, juste sur la thématique de l'IRD, c'est de souligner le caractère interdisciplinaire, évidemment, de la recherche, et puis que c'est forcément en prise et en lien avec la thématique de la table ronde que nous avons ce matin. Si on vient maintenant plus sur les questions marocaines, et puis l'intervention, comme ça a été souligné en introduction, de l'IRD. Alors, sur l'IRD, nous, on est un institut de recherche, on est donc similaire au CIRAD, pour ceux qui connaissent, et puis on a eu une coopération aussi fournie avec l'IAV. On mène actuellement 8 grands programmes mixtes de recherche au Maroc, avec une antenne d'une unité mixte internationale, 4 jeunes équipes associées, 3 laboratoires mixtes internationaux. Enlevées, elles sont stockées, elles représentent, elles concentrent un certain nombre d'agents qui peuvent avoir un impact pour l'environnement. Donc elles ont des niveaux élevés de métaux lourds par exemple, ou de polluants, etc. Et en fait, en partenariat avec 4 équipes de recherche franco-marocaines, donc l'équipe de biotechnologie et de physiologie végétale de la faculté des sciences de Rabat, l'équipe du centre d'études et de recherche en aménagement et de l'urbanisme de l'INO, en fait, ici, qui dépend du ministère de l'aménagement du territoire. Et c'est important parce qu'on traite justement des territoires miniers et de la question des différentes évolutions. L'équipe du CEREG, en fait, en France, donc à Aix-Marseille, qui est un centre de recherche européen sur les géosciences de l'environnement. Et puis une autre équipe source internationale qui traite la recherche internationale en soutenabilité et résilience. Voilà. Vous voyez un petit peu le panel franco-marocain pour essayer de trouver des solutions, ou en tout cas d'amener de la compréhension, de la connaissance et de proposer des solutions à ces questions. La voie agricole, c'est une des voies, c'est pas la seule, en matière de reconversion économique, est une alternative qui est proposée durable sur les populations en fait, dans ces territoires miniers. Ça a l'avantage de proposer donc une alternative économique, mais également aussi avec le choix de la combinaison des plantes adaptées au sol pour faciliter cette remédiation écologique aussi également. Alors ça pose, on sait tous, d'innombrables questions, c'est comment trouver la bonne combinaison entre les plantes, entre les sols, quelles vont être les plantes les mieux adaptées au sol. Vérifier et contrôler aussi la question de la dissémination des agents pathogènes dans la chaîne trophique. Il ne s'agit pas de récupérer un certain nombre d'agents qu'on va retrouver après, évidemment, et créer d'autres problématiques. Être en adéquation avec les ressources en eau qui sont disponibles sur le territoire, et puis travailler, en fait, finalement, à une cartographie des surfaces dans certaines régions, et notamment, on a un projet pilote à Midelt, où l'enjeu, c'est dans le travail de caractérisation qui est faite localement entre le type de sol, la quantité en eau souterraine, les plantes, et essayer de proposer du coup les plantes qui seront les mieux adaptées, et puis favoriser ainsi un développement territorial un petit peu différent. Voilà. Pour finir sur ce laboratoire, dire simplement que on en est à 4e ou 5e mission. C'est des missions à chaque fois qui représentent une vingtaine, une quarantaine de chercheurs sur le terrain. C'est riche d'enseignements, puisque vous avez des géochimistes, des biologistes, des hydrogéologues, des pédologues, des sociologues, des géographes, enfin voilà, des psychologues. Et ce que je souhaite souligner à travers ça, c'est la richesse en fait que va procurer cette recherche interdisciplinaire dans la compréhension en fait des problématiques des autres, et dans cette nécessité de faire émerger en fait une problématique qui est plus globale et qui va être aussi en prise avec les problèmes des territoires. Et c'est ça en fait, donc c'est tout ce dialogue science-société qui va permettre d'irriguer et qui va permettre de préciser un petit peu les problématiques scientifiques, et si que les scientifiques du coup apportent aussi des réponses et des solutions à cette problématique. Alors je peux m'arrêter là ou je peux aussi continuer. Donc si tu me dis 2 minutes encore, magnifique. Merci beaucoup. Et peut-être ensuite sur d'autres programmes où on est assez présent à l'IRD historiquement au Maroc avec nos partenaires sur les questions d'hydraulique.
et de l'eau, avec dans différentes zones évidemment agricoles du Maroc, où on a un observatoire du Tensief, la question des fonds de neiges, et puis la question des écoulements souterrains et des résurgences dans les lacs de moyenne montagne et dans le Moyen Atlas. Voilà. Et du coup, je voudrais finir peut-être sur deux programmes qui sont en train d'être co-construits, hein, avec un travail sur la question des risques de crues d'envasement du réservoir du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah, que tout le monde connaît, et avec cette question scientifique qui est comment réutiliser l'ensemble des sédiments qui sont dans le barrage pour en faire justement pour que ce soit utile pour fertiliser, ou en tout cas que ce soit réutilisé dans des questions agricoles. Voilà. Donc ça, on a des équipes qui commencent à travailler évidemment sur ces sujets. Et puis dans la vallée du Dadès, et je laisserai peut-être Julien en parler, puisque c'est en coopération évidemment avec le CIRAD, avec l'IAG aussi, bien entendu. Et puis une autre contribution, elle porte sur différents aspects, mais notamment c'est sur la question en fait de l'émergence d'un certain nombre de contaminants dans la diffusion que l'on peut avoir dans un certain nombre d'écoulements, puisque ce sont des sujets que l'on traite aussi par ailleurs avec la faculté des sciences de Rabat dans d'autres secteurs. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu d'étendre cette dimension scientifique toujours interdisciplinaire, et là avec principalement des biologistes spécialistes de la qualité de l'eau qui travaillent justement à essayer de définir et de voir comment tout ça se dissémine, tout ça se transporte, et comment ça peut impacter parfois l'environnement ou la santé publique de manière générale. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sylvain. Vous avez mis le doigt sur les défis de l'IRD que l'IRD relève pour le développement rural, en fait, le sol, l'alimentation durable, le système alimentaire, la biodiversité, ainsi que les défis transversaux. Vous avez souligné l'importance de l'interdisciplinarité pour l'IRD pour un peu accompagner les dynamiques territoriales. Au Maroc, ce qu'on retient, s'il y a plusieurs grands programmes, 8 grands programmes, avec des partenariats institutionnels. Et ce qui est important aussi dans l'intervention, c'est que on fait sortir l'agriculture comme une voie de résilience des territoires. Et là, exactement ce qu'on essaie de faire dans ce panel, et c'est l'ambition de nos étudiants aujourd'hui et de nos organisateurs, c'est réfléchir au-delà des secteurs ou de la vision sectorielle, mais réfléchir le rural dans sa complexité en tant qu'espace de vie, d'innovation, de transition et de gouvernance. Et c'est exactement ce que vous avancez par rapport à ce que l'IRT a comme mission ici, et c'est exactement ce que l'IRT essaie de faire, tout en croisant, tout en analysant les aspects miniers, les aspects agricoles, les aspects de l'eau. Je vous remercie et je donnerai la parole à M. Bertrand. À vous la parole, M. Bertrand. Bien, merci au comité d'organisation pour cette invitation. Alors, en représentant l'ambassade de France, je me suis dit que j'allais un peu parler du développement agricole et du développement territorial bottom-up tel qu'il est pratiqué en France. Mais en introduction, je me suis dit quand même que j'étais devant un panel de jeunes étudiants en cours de formation. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais leur dire un peu quand est-ce que moi, pour la première fois, j'ai expérimenté les limites du développement top-down, du développement qui vient par le haut, en tant qu'agronome. En fait, c'était quand j'étais en formation, j'étais à votre place, j'étais à Montpellier, et le responsable de formation avait fait venir un cinéaste canadien qui est venu nous présenter des films sur ce qui se passait dans des villages tanzaniens. Et donc on était là, tout un groupe d'étudiants, des Français, des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, voilà, tout un tas de nationalités, on était moitié français, moitié étrangers, et on regardait cette interview de paysans tanzaniens faite par ce réalisateur canadien dans une étable dans laquelle il n'y avait pas de vaches. Et le film s'appelait La Maison des Vaches. Et donc, l'interview portait sur quelle était l'origine de cette Maison des Vaches. Et donc, les paysans expliquaient qu'un jour, quelqu'un de l'équivalent de la direction provinciale de l'agriculture était venu les voir et leur avait proposé de construire une étable pour y mettre des vaches laitières, et que ça allait notamment permettre l'amélioration de
l'amélioration de la nutrition des enfants, puisqu'on allait pouvoir avoir une production de lait local, et que les enfants allaient avoir des rations plus équilibrées, etc. Et donc, les agriculteurs expliquaient qu'ils avaient dit « banco ». Et donc, l'administration avait tout pris en charge, et donc ils avaient construit la maison des vaches. Et donc là, dans le film, le cinéaste pose la question aux paysans, mais pourquoi il y a une maison des vaches, mais il n'y a pas de vaches? Et le paysan explique, bah non, ici il ne peut pas y avoir de vaches. Ici, il y a des mouches tsetse partout. Donc les vaches, dès qu'elles arrivent ici, elles sont malades et elles meurent. On ne peut pas élever des vaches ici. Ah bon? D'accord. Donc le film dure 45 minutes. Et après, le vidéaste commence à nous faire réfléchir sur le sujet. Et il nous dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Donc nous, on dit, ben voilà, c'est les fonctionnaires, ils font n'importe quoi, ils balancent une étable là où il ne peut pas y avoir de vaches, etc. Il dit, oui, mais à votre avis, pourquoi ils ont quand même construit l'étable? Est-ce que les paysans savaient qu'il pouvait ne pas y avoir de vaches? C'était impossible d'élever des vaches dans ce village-là. Donc on réfléchit en groupe, on avait des Africains avec nous, etc., qui nous disent, mais quand il y a des mouches tsetse dans un village, on le sait parfaitement, on sait très bien qu'on ne peut pas élever de vaches. Donc là, le cinéaste commençait à nous pousser dans nos retranchements, et nous dire, mais donc, pourquoi est-ce que les paysans ont quand même accepté qu'on leur construise une étable dans un village où il ne peut pas y avoir de vaches? Donc là, on a commencé à réfléchir sur différentes raisons. Est-ce que les paysans cherchaient du travail, ils voulaient avoir une occasion de travailler? L'étable était entièrement gratuite, puisque c'était l'État qui la finançait, etc. Et donc voilà, moi ça a été ma première expérience des limites du développement top-down. Hein, et bien sûr, toute ressemblance avec des choses qui seraient faites dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc Vert, purement fortuite. Hein. Je vous laisse éventuellement faire des similitudes avec des expériences vécues dans d'autres contrées. Voilà. Donc ça, c'était sur la fin des années 70, le début des années 80. Et donc ça m'a fait clairement comprendre les limites des approches qui viennent par le haut. Et en fait, cette période des années 80, en France, ça a été la période de développement des approches par le bas, des approches bottom-up, notamment parce qu'en France, ça a correspondu aux grandes vagues de décentralisation des pouvoirs. En fait. L'État a délégué beaucoup de pouvoirs en fait, aux communes, aux départements, aux régions. Et donc, progressivement, chacun de ces territoires a commencé à réfléchir à son projet de territoire. Et donc, petit à petit, autour des collectivités territoriales, s'est mis en place toute une démarche d'animation pour produire un certain nombre de documents de référence permettant de projeter le territoire dans le futur. De dire, voilà, nous, au niveau de notre territoire, voilà ce qu'on veut faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Donc il y a certains documents qui étaient des documents facultatifs, et puis en fait, il y a certains documents qui sont des documents obligatoires, qui sont prescriptifs. Hein, une commune doit projeter l'occupation des sols et dire là où on va construire et là où on ne va pas construire. C'est une obligation réglementaire, donc on l'oblige à réfléchir là-dessus. Sur les déchets, c'est pareil. Les collectivités qui gèrent les déchets, on leur demande de préciser à 5 ans ou à 10 ans comment elles vont faire pour gérer leurs déchets. Et donc il faut une animation locale d'une réflexion pour creuser le problème, fixer des objectifs à moyen et à long terme et fixer des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Donc cette décentralisation a entraîné en fait toute une première vague, je dirais, de démarches un peu à la base, rassemblant des acteurs locaux pour réfléchir et se projeter dans l'avenir et établir une planification du développement. Alors,
au-delà de ce développement territorial, ensuite, je dirais que l'État a lui-même repris un peu ce concept de développement territorial, quelque part, en favorisant, en poussant l'élaboration de documents de planification locale. Aujourd'hui, en France, par exemple, le ministère de la Transition écologique souhaite que dans tous les bassins versants où on a des problèmes d'eau, il y ait une démarche collective de réflexion et l'élaboration d'un programme territorial de gestion de l'eau, un PTGE, qui mette autour de la table l'ensemble des usagers de l'eau. Donc il y a des gens qui s'occupent de l'eau potable, il y a des usagers industriels de l'eau en France, il y a les usages agricoles de l'eau, il y a des usages artisanaux, etc. Et donc tous les usagers sont mis autour de la table pour essayer de réfléchir ensemble à une projection dans le temps par rapport aujourd'hui à la diminution de la ressource, et comment collectivement on va s'organiser au niveau de ce bassin versant pour faire en sorte qu'on arrive à continuer à satisfaire les besoins dans une situation de ressources qui diminue. Donc ça, c'est un premier exemple en cours. Et donc là, l'objectif, par exemple, du ministère de la Transition écologique, c'est d'avoir en France une centaine de programmes territoriaux de gestion de l'eau à horizon, je sais plus, 2027, je crois. Voilà, ça c'est un exemple. Moi je suis originaire du ministère français de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture, on a utilisé la même démarche dans le cadre du programme national de l'alimentation pour développer toutes les approches autour de l'alimentation locale. Et donc on a favorisé la mise en place de groupes de réflexion autour de comment est-ce qu'on rapproche les producteurs et les consommateurs locaux et comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'un territoire essaye de produire plus pour la consommation locale et valorise mieux ses produits en fait sur le marché local plutôt que de les vendre à moindre coût sur des marchés qui ne sont pas maîtrisés. Donc ça, typiquement, la démarche a été mise en place sur de nombreux territoires, et donc c'est en 2014 qu'on a mis en place ces projets alimentaires territoriaux. Donc là, ça fait 10 ans d'expérience, et au bout de 10 ans, en fait, il y a à peu près 450 projets alimentaires territoriaux qui sont mis en place en France. Et sur ces 450 projets alimentaires territoriaux, il y en a vraiment 150 qui ont, je dirais, derrière des programmes d'action avec des financements de l'État pour réaliser des actions qui ont été prévues au niveau local. Voilà. Dernier exemple en France, c'est que la politique agricole, c'est une politique agricole européenne, la politique agricole commune, et cette politique agricole commune a elle aussi cherché à favoriser ces démarches de développement territorial à travers une démarche qu'on appelle la démarche leader, où là, une démarche leader, en fait, c'est un territoire qui rassemble ses acteurs et qui, en mettant en place une structure qu'on appelle un groupe d'action locale, peut, je dirais, avoir une certaine enveloppe réservée de fonds au niveau de la politique agricole commune pour mettre en place son projet de territoire. Alors, c'est des projets de territoire qui sont très variés. Il y a des choses qui peuvent être très agricoles, Il peut y avoir de l'appui à l'agriculture biologique, il peut y avoir le développement d'une unité de transformation, l'appui à une filière, mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. C'est un projet de territoire, et donc ça permet aussi de financer, dans le cadre de la politique agricole commune, le balisage de sentiers de randonnée quand une collectivité veut quelque part faire en sorte que le tourisme puisse se développer. Ça peut être l'organisation, moi j'ai travaillé en Charente, j'ai financé un festival de montgolfière.
un festival de montgolfière, ça se passe dans un village minuscule, ça mobilise quelque part l'ensemble des habitants du village, parce qu'il faut organiser des parkings, parce qu'il va y avoir des milliers de gens qui vont venir un soir donné voir 100 ou 200 montgolfières s'envoler dans tous les sens. Donc voilà, c'est tout un tas de choses à organiser. Donc voilà. Donc en France, on a beaucoup développé ces approches depuis 50 ans. Ouais, donc c'est des approches qui peuvent servir comme autant de support à des échanges de pratiques avec le Maroc. Hein, et donc on essaye beaucoup de travailler sur ces échanges de pratiques. Voilà. Un dernier mot que je voulais dire, c'est par rapport à votre situation d'agronome en cours de formation, en fin de formation, hein, pour les jeunes qui sont dans la salle, parler un peu des métiers du développement territorial et souligner qu'en France, c'est effectivement plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans ces métiers de l'animation territoriale. En France, c'est des métiers qui recrutent à Bac+3 ou à Bac+5. Donc en général, c'est soit des jeunes qui font par exemple un BTS agricole. Il y a un BTS qui s'appelle Développement et animation des territoires ruraux, qui est fait dans les lycées agricoles. Derrière, ils peuvent enchaîner avec une licence ou une licence pro qu'ils font dans un cadre collaboratif entre les lycées agricoles et les universités. Ou sinon, il y a aussi beaucoup d'ingénieurs débutants qui commencent leur carrière avec des postes d'animateurs pour faire réfléchir un collectif à produire un projet territorial. Et donc ça, c'est un métier qui demande des capacités d'analyse, des capacités de synthèse et surtout un sens aigu du dialogue, de l'écoute, pour arriver à faire mûrir un projet qui soit vraiment le reflet de ce que souhaitent faire les acteurs locaux. Voilà, donc des beaux métiers, de belles opportunités, et je pense aussi tout un champ de développement des coopérations entre la France et le Maroc. Merci Bertrand. Merci pour ce retour d'expérience et merci pour cette belle introduction. Dorénavant, quand on va expliquer la différence entre l'approche top-down et bottom-up, on va donner l'exemple de la maison de la vache. Ça sera plus facile pour nous, tu vois. Et ça restera quand même... Donc ce que vous avez souligné, Bertrand, c'est l'importance de notre devoir de construire tous ensemble l'avenir des territoires avec une co-construction avec les acteurs locaux et les acteurs institutionnels pour éviter en fait ce constat de la maison de vache. Ce que j'ai retenu aussi, c'est l'exemple des projets alimentaires territoriaux dans le secteur agricole, qui est un exemple pour moi qui est très intéressant, mais aussi les projets des territoires que nous avons commencé ici au Maroc dans le cadre de projets. On est tous ensemble en train de réfléchir des projets territoires. On se pose la question, est-ce qu'il y a l'opportunité de réfléchir autour de la labellisation des territoires au lieu de la labellisation des produits, et on va intégrer toutes les disciplines et tous les secteurs possibles, et là on va passer au-delà de l'approche sectorielle et aller vers une approche territoriale. Mais quand même, avec ce retour d'expérience, on se dit peut-être qu'on est sur la bonne voie, peut-être c'est la bonne chose, et peut-être ça va nous permettre de migrer vers un développement rural inclusif qui va intégrer tous les aspects, qui va intégrer tous les secteurs. Je vous remercie Bertrand pour cette intervention, et sans trop tarder, je donnerai la parole à Madame Chaponière. Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation et félicitations pour l'organisation de cet événement. Alors je vais juste peut-être recommencer en présentant ce que c'est que la GIZ, parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec cet organisme. Donc la GIZ, c'est pas un bailleur déjà, c'est donc une agence de coopération, et c'est l'agence de mise en œuvre de la politique sectorielle du ministère fédéral allemand à la coopération et au développement économique, le BMZ. Donc cette agence, elle met en œuvre cette politique sectorielle, et elle met aussi en œuvre elle bénéficie de financement soit direct du BMZ, soit de cofinancement de l'Union européenne et d'autres pays. Donc c'est une agence qui est très décentralisée, donc on est présent dans 120 pays avec 24 000 employés.
4 milliards de projets mis en œuvre et à travers à peu près 4 milliards d'euros mis en œuvre à travers à peu près 1700 projets. Donc comment on opère? On opère dans des institutions publiques de nos pays partenaires. Donc on s'insère dans des politiques publiques en apportant des ressources financières et techniques externes. Donc, et l'ADN de la GIZ, c'est l'agent, c'est un agent, enfin on est censé être des agents de changement à travers en particulier le renforcement de la capacité de variété d'acteurs et notre possibilité en tant qu'acteur neutre ou externe de rassembler autour de la table différents acteurs. Donc maintenant, la GIZ, ça c'était la GIZ dans le monde, la GIZ au Maroc, c'est en fait cette année nos 50 ans. C'est à peu près 280 employés dans différents secteurs, donc on est au sein du secteur de développement économique durable, au niveau du secteur énergie, au niveau du secteur gouvernance. Alors là on a aussi un long partenariat avec l'IAV à travers l'appui sur la chaire topographie et géométrique pour l'appui à la gouvernance foncière. Et on est aussi dans le secteur eau et climat depuis environ 10 ans avec une collaboration au sein du ministère de l'équipement et de l'eau, et puis particulièrement de la DGH et de la DRPE, et de bien sûr des institutions décentralisées, donc en particulier les ADH et le Conseil de bassin. Donc on a beaucoup travaillé sur les ADH, en particulier de l'ADH du Tenzif, de l'ADH sous Massa, l'ADH du Sibou et Gazis Ferres, sur les DER, enfin donc en fait tous les pendants des plans que vous avez évoqués, mais qui sont au Maroc, dans les DER, les plans aussi enfin, on espère, des plans de développement communaux, les plans de développement locaux, et tous ces instruments de planification qui sont à l'œuvre. Et bien sûr les contrats de gestion participative, sur son contrat de neuf en particulier. Donc je voulais ici aussi parler plus particulièrement d'un projet qui est le projet que je gère, qui s'appelle Territoire durable, le mode de vie résilient et durable au Maroc. Donc c'est un projet qui a été lancé il y a 6 mois, qui bénéficie d'un financement du ministère fédéral allemand, le BMZ, et du Danemark, qui est un financement de 12 millions d'euros pour un projet de 4 ans. Donc c'est en partenariat, donc on a un contrat d'exécution avec la DGH, la BHT du Tenzif. Alors le contexte de ce projet, c'est une mobilisation de ces deux gouvernements, donc allemand et danois, suite au séisme de 2023. Alors l'idée n'est pas bien sûr de participer à la reconstruction de l'urgence, c'était pas du tout ça l'idée, mais l'idée était de participer contribuer à la relance des territoires qui ont été touchés, impactés par cette catastrophe. Donc contribuer à la relance des territoires, mais en complémentarité et en alignement bien sûr avec le gouvernement marocain et ce qu'il met en œuvre. Donc, et principalement, on s'inscrit bien sûr dans cette vision que le Maroc a eue post-séisme, qui était du Build Back Better, mais donc dans une idée de saut qualitatif, quand on va vers le développement territorial. Et on est aussi aligné très fortement à la vision du nouveau modèle de développement dans son axe 4, donc territoire résilient et lieu d'ancrage du développement. Donc, alors les territoires que vous connaissez mieux que moi, ces territoires impactés par le séisme, donc la région du Haus, on est dans les spécificités de ces territoires, c'est bien sûr des modes de vie qui sont tributaires des ressources naturelles, donc que ce soit sur l'artisanat, l'agriculture, le tourisme, mais on est aussi sur une autre caractéristique qui sont des ressources naturelles dans leur ensemble très dégradées, suite à la surexploitation, suite à des tendances climatiques, pour tout un tas de raisons, mais en tous les cas, ces deux facteurs résultent dans des modes de vie très vulnérables. Donc, et une autre spécificité de ces territoires, bien sûr, c'est que c'est des territoires à dominante forestière, donc c'est pour ça aussi qu'on est avec une convention de partenariat avec la NEF pour la mise en œuvre du projet. Donc la vision du projet, c'est justement d'avoir une approche territoriale pour contribuer à cette relance de ces territoires, avec une porte d'entrée avec les ressources en eau, puisque c'est sur ce projet, et notre partenaire, la DGH, c'est le cœur de l'outil.
Donc on veut agir de façon concertée, en même temps sur l'approvisionnement en eau, donc les sources d'eau, l'assainissement de ces eaux pour préserver la qualité, la gouvernance de ces eaux, le mode de gouvernance des eaux, mais aussi bien sûr la finalité, c'est-à-dire l'usage et la valorisation de ces ressources, des ressources naturelles aussi qui en découlent, donc la promotion de chaînes de valeur qui soient adaptées à ces territoires, qui ne soient pas... enfin, qu'il y ait une empreinte adaptée au fait que ces territoires doivent rester avec une gestion durable. Donc on a plusieurs territoires d'intervention, bon, le projet a été lancé il y a 6 mois, donc on commence, mais on a déjà au moins 2 grands territoires qui ont été identifiés, donc qui sont le bassin versant de l'Ourika, donc vous le connaissez, on est face à un bassin versant où il y a énormément de pression. Quels sont les gros problèmes de qualité, aussi de la qualité de l'eau, mais aussi suite à l'assainissement et des usages un peu extrêmes, mais aussi bien sûr énormément d'érosion, de dégradation du couvert forestier, des couverts végétaux en général. Donc il y a le gouvernement, enfin l'ABH, ainsi que en collaboration avec la DRANEF et avec les communes, les 3 communes de l'Ourika, on fait un mémorandum d'entente pour développer un contrat de rivière. Donc à nouveau c'est cette histoire de mettre tous les acteurs autour de la table, faire dialoguer les usagers et pas de façon mouche à vache, non, cabane à vache, maison vache, mais de façon voilà, de faire ressortir de la part des usagers quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs visions de ce territoire et quels sont leurs conflits d'usage. Donc on veut, voilà, l'idée est d'appuyer la mise en l'animation et l'aboutissement de ce contrat de rivière qu'on va accompagner sur tout le long de son développement. Et aussi, il y a des questions bien sûr d'assainissement, donc on a aussi la prétention de faire quelques pilotes d'assainissement, alors des solutions d'assainissement rural mais hybrides avec du classique, des solutions fondées sur la nature. Un autre territoire sur lequel on intervient, c'est le territoire de Tassaouegan, donc en amont du barrage de Wegan, il y a, vous savez peut-être, un nouveau barrage qui est en cours de construction, qui a été priorisé suite au séisme, qui était déjà inscrit dans le PNL pays, mais qui a été priorisé. Et du coup, bien sûr, ce barrage qui est très en amont, puisqu'on est vraiment dans les hauts bassins, va bien sûr apporter une dynamique de ressources qui est complètement différente. Il y a aussi un territoire à redéfinir dans sa vocation, des usagers à remettre autour de la table, à s'interroger où est-ce que sont les chaînes de valeur qui ont du potentiel, qui sont compatibles avec ce territoire. Et on va aussi agir sur d'autres territoires. Bon, on ne veut pas trop se disperser non plus, sinon on n'arrivera pas à mettre en œuvre de façon intégrée notre approche. Mais d'autres territoires sont en cours d'identification, notamment, bien sûr avec la BHT et la DGH, mais aussi avec la province, c'est très compliqué, et l'ANF, etc. Voilà. Et juste, je voulais dire, moi j'ai toujours pas compris pourquoi la maison de marché a été vide. Parce que vous avez dit que vous alliez réfléchir, mais vous n'avez pas donné la réponse, donc je reste sur ma fin. Voilà, merci. Merci Madame Chaponière. Vous avez un peu mis le doigt en fait sur un cas pratique au Maroc, un projet au Maroc, c'est la participation à la relance de la zone de Haouz après le séisme et l'alignement avec ce cadre du modèle de développement marocain. Vous avez donné les exemples, je vous remercie. Peut-être on peut ajouter aussi, toujours dans le cadre de la coopération allemande, le projet DIAF, qui est un projet autour de la dynamique territoriale et autour du développement rural, et qui est un projet très très important qui réfléchit comment on peut accompagner nos territoires et comment on peut accompagner les dynamiques au niveau de nos territoires pour améliorer le développement rural. Et c'est un projet très, très important aussi de la coopération maroco-allemande qui est en cours actuellement et qui sont à mi-chemin, en parallèle avec un autre projet hier avec la coopération à la coopération française, qui lui aussi c'est un projet autour des dynamiques territoriales et du développement rural. Merci beaucoup pour cette intervention. Je donnerai la parole à M. Alaoui, représentant de la FAO,
pour nous parler un peu des différents projets que la FAO accompagne. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant que je sois à la FAO, j'étais étudiant à l'IAV, j'étais membre à l'AMEA, j'étais président de l'AMEA pendant 2 ans, donc je suis fier de revenir et participer aux événements de l'AMEA. Donc pour la FAO c'est la première agence des Nations Unies qui est une agence spécialisée. Donc c'est pas comme les autres agences qui ont des thématiques assez transversales, mais c'est une agence spécialisée créée en 1985 pour lutter contre la faim, la pauvreté et promouvoir un développement économique et social durable. Le fonctionnement de la FAO c'est une sorte d'association de pays, donc il est composé de pays membres, actuellement je pense 194, 17 pays qui est membre, et la politique générale de la FAO et son budget, il est voté par ces pays membres dans une convention générale, une sorte d'assemblée générale. Au niveau des priorités, il y a les régions où la FAO il intervient. Donc le Maroc il fait partie de la région MENA. Donc il y a une assemblée, une convention régionale où on définit les priorités régionales pour un cycle. Donc pour la région MENA, ils ont défini 4 priorités ou bien initiatives régionales. Donc agriculture verte, transformation du monde rural, résilience face aux chocs et aux crises et digitalisation. Au Maroc, donc, le partenariat entre la FAO et le gouvernement marocain, il est basé sur un cadre de programmation au pays qui est négocié par cycle, un cycle de 4 ans à 5 ans. Donc le dernier cycle a commencé en 2023, c'est le 3e cycle au Maroc, et il est aligné avec tout le travail des Nations Unies au Maroc à travers des domaines de résultats. Donc le cycle actuel, il est composé de 2 domaines de résultats principaux. Le premier domaine de résultats, qui est aussi aligné avec le nouveau modèle de développement, et bien sûr les stratégies sectorielles du pays. Donc le premier domaine de résultats, il concerne principalement la compétitivité économique. Donc on parle de organisation des chaînes de valeur, transformation du système alimentaire, approche One Health, et en même temps l'inclusion des jeunes et des femmes, notamment l'INIT, et la digitalisation du secteur agricole. Le deuxième domaine de résultats, ça concerne principalement la gouvernance des ressources naturelles et le développement territorial. Donc on trouve tout ce qui est dynamisation ou bien revitalisation des territoires fragiles, les montagnes, les oasis, la gestion des ressources naturelles, notamment l'eau, le sol, la biodiversité, et bien sûr également les parcours. Et il y a tout ce qui est coopération sud-sud et respect des engagements internationaux. Donc ça c'est côté FAO et principalement au Maroc, la collaboration actuelle. Le rôle de la FAO, c'est principalement l'appui aux politiques publiques et aux programmes nationaux. Donc toute l'action de la FAO, il s'aligne principalement avec les priorités identifiées par le pays à travers une mobilisation de multi-acteurs. Donc les types d'intervention que fait la FAO, c'est principalement l'assistance technique aux politiques. Deuxièmement, le développement de capacités. Je donne un exemple, par exemple, le développement des métiers de l'aquaculture. Le troisième domaine d'intervention, c'est la collection de données et la production d'analyses et de réflexion. Et le quatrième, c'est bien sûr la mobilisation multipartite, autant que, comme a dit ma collègue ici, donc la neutralité de la FAO, ça facilite la mobilisation de multi-acteurs et la discussion et la réflexion assez libre. Donc, je passe rapidement à la définition de la FAO de la dynamique territoriale. Donc, je pense que c'est une définition, académique. C'est l'interaction entre des acteurs, donc les humains qui sont présents, les institutions dans un territoire défini, avec des ressources. Donc, on parle de ressources naturelles, des ressources financières, et en même temps, les interactions entre ces 2 éléments-là pour essayer de faire une dynamique au profit d'un développement rural. Donc, les 4 dimensions que promeut la FAO, principalement, c'est la dimension intégrée, donc une intervention multi-acteurs. Il y a la dimension participative, donc éviter l'exclusion et promouvoir l'inclusion. Et il y a aussi la dimension dont les collègues ont parlé, c'est principalement la dimension de négociation entre les acteurs qui sont sur place, comment ils vont eux-mêmes gérer leurs ressources et leur territoire. Je donne un exemple pour une initiative qui est maintenant en cours, et c'est un engagement international du Maroc, c'est le chantier de la transformation du système alimentaire vers des systèmes durables, inclusifs et résilients. Donc, le Maroc a organisé plusieurs dialogues en multipartisme entre plusieurs acteurs depuis 2021 pour arriver à élaborer une feuille de route nationale pour la transformation du système alimentaire.
Cette feuille de route a identifié 4 axes de transformation. Donc le premier axe de transformation, ça concerne principalement la production alimentaire. Le deuxième, c'est tout ce qui est consommation alimentaire. Le troisième, c'est tout ce qui est chaîne de distribution, de stockage et d'infrastructure. Le quatrième, c'est l'élément humain. Et un axe transversal qui concerne principalement la gouvernance et la mobilisation multi-acteurs. Donc, cette approche système qui est promue actuellement par la FAO, on veut également, et c'est le travail que nous allons commencer cette année, le travail avec les territoires. Donc, tout ce qui est continuum urbain et rural et le rôle des collectivités territoriales pour promouvoir un développement durable et contribuer à la transformation du système alimentaire. Donc, je laisse le reste pour vos questions. Merci. Merci. Merci Seychelles, qui a généreusement présenté les domaines de résultats qui touchent directement en termes d'impact au développement économique et au développement rural au Maroc, avec la mission de la FAO et les dimensions d'intervention, avec un exemple autour du chantier de système alimentaire que peut-être on aura l'occasion de discuter dans la partie discussion. Monsieur Julien Burt, à vous la parole pour la suite de la présentation. Merci Sina Sardine. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation et bravo pour cette organisation aux étudiants. Moi je fais partie d'un institut de recherche publique qui s'appelle le CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement, qui est un centre français qui travaille dans une centaine de pays et avec des gens comme moi qui sont présents chez des institutions partenaires dans à peu près 80 pays. Et donc notre rôle, c'est de contribuer en particulier à des territoires qui soient plus durables et plus résilients, avec plutôt les territoires ruraux qui sont le centre de notre action, avec évidemment un volet autour de l'agriculture très très fort. Le deuxième contexte dans lequel je suis ici, c'est un réseau qui s'appelle CIRMA, et qui travaille sur les eaux et les territoires au Maghreb, et plus largement en Méditerranée occidentale, dont l'IAV est membre fondateur avec le CIRAD. Et à travers ce réseau qui compte une vingtaine d'institutions, on travaille depuis à peu près 20 ans sur ces développements territoriaux, la gestion de l'eau, dans plein de dimensions, et à travers en particulier des approches interdisciplinaires et avec des modalités qui vont coupler des disciplines vraiment, donc pas de l'interdisciplinarité juste en sciences sociales, mais depuis la pédologie ou le travail autour des sols, j'en profite pour saluer Sibou Aziz ici présent, jusqu'à l'anthropologie, et c'est grâce à ça qu'on essaye de réfléchir à des solutions qui soient plus intégrées. Donc moi j'ai 3 points que j'ai prévu de discuter avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été avancées ici. Une des choses qu'on essaye de travailler au CIRAD, c'est de ne pas inventer des choses à chaque fois nouvelles, mais de se dire, il y a plein d'expériences dans le monde, il y a plein d'expériences sur les territoires. Nos agriculteurs, ils inventent 1000 choses, nos techniciens aussi, nos ingénieurs aussi, nos chercheurs aussi, partout dans le monde. Et qu'une des choses qui est importante, c'est de regarder ce que font les autres pour pouvoir mieux réfléchir ensuite sur ce qu'il faut faire chez nous. Quand je dis chez nous, je pense au Maroc. Et donc je dis toujours qu'il ne s'agit certainement pas d'aller regarder ce que font les autres pour recopier, mais qu'il s'agit d'aller regarder, de ne pas penser qu'on va trouver tout seul des solutions. On est toujours plus intelligent à réfléchir collectivement, mais par contre, c'est aux Marocains de réfléchir à leurs solutions, à leurs modèles. Et c'est ça, pour moi, c'est un élément vraiment clé. J'en profite pour dire que moi, c'est toujours une source de préoccupation comme expatrié. J'ai connu ça dans tous les pays dans lesquels j'ai travaillé, que ce soit la Tunisie, le Brésil ou le Maroc. Mais c'est la tentation de l'État de décentraliser une partie de sa réflexion stratégique à des bureaux d'études. Pour moi, la réflexion stratégique, ça doit rester une prérogative régalienne de l'État. Certes, et encore moins décentralisée à des bureaux d'études étrangers. C'est absolument, pour moi, crucial. Par contre, il faut aller regarder ce que font les autres. Par contre, on peut faire venir des gens pour nous aider à réfléchir. Et donc, pour moi, c'est une des grandes responsabilités que vous avez, vous, jeunes ingénieurs, qui allez bientôt devenir des ingénieurs, qui rentrerez dans l'administration. Et quand vous serez dans des bureaux d'études, il faut
de mon point de vue, il faut que ce soit l'administration marocaine qui réfléchisse à ces stratégies avec l'appui de bureaux d'études, mais il ne faut pas demander à des bureaux d'études de la faire à votre place. Voilà un petit retour d'expérience sur quelques années passées dans des pays comme ça, où moi j'ai essayé plutôt d'appuyer les administrations à ce qu'ils puissent réfléchir eux-mêmes, avec l'appui des bureaux d'études qui ont un rôle très important, mais pas en substitution. Alors ce que je voulais dire, c'est que pour moi, on est dans un moment très particulier quand même, avec un contexte mondial qui est très différent d'il y a 20 ans. La géopolitique est complètement chamboulée, on a le changement climatique qui amène beaucoup d'incertitudes, et puis on arrive à un moment où la pression sur nos ressources énergétiques, elle devient très forte dans le monde, et où on arrive à un moment où l'énergie va commencer, elle ne va pas disparaître, mais elle va devenir plus rare et plus chère. Et donc, ce contexte global-là dans lequel on est aujourd'hui, il nous amène à réfléchir un peu différemment pour le développement des territoires. On ne peut pas imaginer qu'on aura de l'énergie infinie. Le Maroc, il importe beaucoup de son énergie, que ce soit le gaz, le pétrole, et dans le futur, ce sera plus cher. Ce sera plus cher de faire venir des panneaux solaires qui viennent de Chine, etc. Donc ça nous amène à réfléchir dans un contexte de rareté, mais aussi avec le changement climatique et les crises géopolitiques mondiales, on va faire face à plus de crises qu'avant. Et ces crises, on n'est pas toujours capable de les prévoir. C'est les révolutions, c'est les guerres, on a encore été surpris il y a 24 heures par une nouvelle guerre qui démarre, etc. Donc ça, on a du mal à les anticiper, et ça a des conséquences mondiales. Immédiates. Et ça, c'est mon premier point. C'est que la plupart des politiques de développement rural, elles ont été faites dans le passé, et encore aujourd'hui, avec des indicateurs qui sont essentiellement tournés vers la performance. On veut des politiques qui soient efficaces et efficientes. Mais les politiques dont les indicateurs principaux, sinon les seuls, sont des indicateurs de performance, elles sont bien adaptées quand le contexte il est stable, quand on sait où on va et quand on sait ce qui va se passer. Or là, on est dans une phase où ça n'est plus le cas. Et on a un système qui va avoir beaucoup plus de variations comme ça. Peut-être que la moyenne ne va pas changer beaucoup. Le réchauffement, ça va être progressif. La température au Maroc, elle va augmenter progressivement. Mais on va avoir beaucoup plus d'écart autour de cette moyenne. Et ça va mettre en difficulté nos barrages, nos cultures, nos sociétés. Et donc ça nous amène à réfléchir un peu différemment. Et sur le plan scientifique, il y a beaucoup de travaux en ce moment qui poussent à ce qu'on ne réfléchisse plus seulement en termes de performance, mais aussi en termes de résilience. Et en résilience, ça veut dire qu'on ne va pas rechercher la performance, parce que performance et résilience, c'est presque les deux côtés de la monnaie. C'est presque opposé. Donc il ne faut pas abandonner la performance, mais il faut rééquilibrer. Et ça, c'est un gros enjeu. Et donc le travail sur le renforcement des capacités des territoires à amortir les chocs, à s'adapter et à se transformer, c'est un élément absolument clé pour nous, pour les territoires de demain. Il ne faut pas seulement raisonner des territoires performants, parce que sinon, c'est des territoires qui, plus ils vont être performants, moins ils vont être capables de s'adapter facilement et amortir les chocs et se transformer facilement. Et l'objectif là-dedans, c'est de maintenir les fonctions de base de ces territoires actives. Un territoire qui n'a plus d'eau, il ne peut plus fournir son approvisionnement en eau, il va falloir le faire venir d'ailleurs, et ça va être très coûteux, très difficile, et ça va transférer la pression sur d'autres territoires qui n'en ont pas besoin non plus, qui sont déjà sous pression. Donc maintenir ces fonctions-là, les fonctions vitales, ça va nécessiter ce rééquilibrage, performance, résilience. C'est pas facile, ça veut dire transformer les grilles d'analyse des politiques publiques. Ici, on a des collègues qui mettent en œuvre des politiques qui sont pensées en haut, et dont l'essentiel des indicateurs sont des indicateurs de performance, y compris de décaissement. Et ça
limite aussi notre capacité de transformation, et on le sait bien, hein, mais il faut trouver des solutions à ça. Le deuxième élément clé, c'est pour développer des territoires, il faut territorialiser. Et territorialiser, ça veut dire remettre au cœur de notre action le principe de subsidiarité. Et le principe de subsidiarité, ça veut dire qu'on va laisser les gens, au niveau le plus local possible, décider quand ils le peuvent. Et ça, on va faire remonter la décision seulement quand c'est nécessaire. Ça veut dire faire confiance. Ça veut dire renforcer les capacités des gens sur les territoires, renforcer les capacités des techniciens, etc. Mais ça veut aussi dire mettre la recherche au cœur des territoires. Une recherche qui, aujourd'hui, elle fonctionne, et les acteurs de développement pareil, sur des projets, sur des durées courtes, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est pas le temps du territoire. Le temps du territoire, c'est du temps long. Et donc ça nous pose des questions. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler sur du temps long, pour être présent comme des partenaires sur des territoires, sur du temps très long. Et bien évidemment, les administrations marocaines, elles sont là aussi pour donner cette continuité. Mais il ne faut pas voir le territoire juste comme un espace où on va appliquer des politiques qui sont faites à Rabat. Bien sûr qu'il faut des politiques faites à Rabat, mais il faut que ces politiques-là, elles soient aussi nourries par des choses qui viennent d'en bas. Et il faut que, quand on appuie le développement des AUEA, par exemple, pour la gestion de l'eau, il faut vraiment qu'elles aient les moyens de le faire, et pas que, par derrière, on ait des dispositifs qui vont finalement limiter leur pouvoir. Parce que dans ce cas-là, le principe de subsidiarité, il n'est qu'affiché, mais il n'est pas vraiment là. Et finalement, ça affaiblit les associations locales. Typiquement, sur le plan scientifique, on considère que c'est une obligation si on veut avoir du résultat. Je vais prendre juste un exemple. La dissémination des forages illicites au Maroc, on sait que 90% des forages aujourd'hui au Maroc, ils ne sont pas licites. C'est pas que au Maroc, c'est dans tous les pays qui sont dans cette situation-là, c'est ce qui se passe. En Tunisie, c'est kiff-kiff. Et le contrôle par l'État centralisé est impossible. On n'y arrive pas. Ça coûte trop cher, et même socialement, etc. On n'arrive pas à court-circuiter les notables, le juge qui fait un forage et il est tellement puissant qu'on n'arrive pas à l'empêcher de le faire, localement. Donc, il faut impliquer les gens sur place, et c'est la seule manière pour l'État d'arriver à contrôler ça, c'est d'associer les acteurs locaux pour qu'eux-mêmes, ils mettent en place une structure, eux-mêmes prennent leurs décisions et eux-mêmes se contrôlent, avec l'appui de l'État, bien sûr, et avec le partenariat de l'État. Il ne s'agit pas de retirer l'État, il s'agit de travailler différemment. Le troisième point très important pour moi, c'est la territorialisation des emplois. On veut des territoires durables. Il faut que les emplois, les médecins, les professeurs, les techniciens agricoles, les ingénieurs, etc., ils soient des gens du territoire. On ne peut pas avoir des médecins qui viennent juste passer 3 ans et ensuite qui vont ailleurs. Parce qu'ils vont pas... Ils sont déplacés sur le territoire, mais ils n'en font pas partie. Et on a des expériences dans le monde très bien réussies, comme par exemple au Brésil, où l'État a mis en place cette politique-là pour faire des professeurs sur place, avec une stratégie sur 10 ans, pour les recruter après le bac, leur faire faire à distance ou de façon décentralisée des facultés pour qu'ils deviennent des bons professeurs, et que 10 ans après, ils se retrouvent avec un tissu de professeurs, de médecins, d'infirmières, etc., qui habitent sur le territoire et qui n'en partiront pas. Et ça, avec des résultats en termes de performance sur la santé et l'éducation qui sont extraordinaires en 10 ans. C'est pas en 100 ans, c'est en 10 ans. Et ça, c'est aussi un de nos rôles, avec nos collègues de l'IAV, de partager ces expériences-là. Il ne s'agit pas de les répliquer, mais il s'agit qu'elles nous aident à réfléchir. Et enfin, le dernier point, c'est que avoir des territoires ruraux, un territoire, c'est intersectoriel, c'est interdisciplinaire, c'est tout en même temps, c'est toutes les échelles en même temps, c'est tous les acteurs en même temps. C'est la santé, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, tout en même temps. Et ça veut dire que il nous faut des échelons qui nous permettent d'intégrer des politiques qui sont sectorielles.
et de les réfléchir de façon intégrée. Je pense que le Maroc a des énormes atouts en termes de compétences, mais aussi d'organisation institutionnelle. On a des organisations comme l'Anzoura au niveau des Oasis qui sont déjà des organisations qui ont un mandat territorial. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire, mais je pense que le Maroc a de très grands atouts pour ça, et nous on apporte une modeste contribution pour réfléchir avec vous, et que ensuite vous puissiez construire le modèle marocain qui vous semblera le plus approprié. Et merci. Merci beaucoup, M. Burt. Vous avez mis le doigt sur le débat autour de la réflexion stratégique et l'aspect de la complémentarité et la substitution, comment on peut adapter ce qu'on est en train de faire actuellement. Les trois points que j'ai notés, que vous avez cités, autour desquels peut-être il y aura plein de questions, c'est performance et résilience. Actuellement, il faut penser à ces deux aspects en même temps et pour avoir des politiques efficaces et efficientes. La territorialisation de la décision et la territorialisation de l'emploi. La décision avec l'association des acteurs locaux dans la co-construction des décisions des territoires tout en mettant la recherche au cœur des territoires, et la territorialisation d'emploi pour une meilleure dynamique territoriale et un développement rural plus rapide. Un grand merci à tous nos panélistes pour ces interventions qui sont assez riches et assez complémentaires. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment... Il n'y a pas eu une discussion entre les panélistes. Heureusement que je connais tout le monde, je sais très bien qu'on a commencé par une réflexion stratégique, après un retour d'expérience, après un cas du Maroc, les Nations Unies qui a accompagné tout ça, et puis des cas très pratiques issus des expériences internationales. Le cas de la territorialisation d'emploi, c'est une expérience que je connais très bien du Brésil. Le cas de la territorialisation de la décision, et impliquer les acteurs locaux dans la question des mesures, des ressources et tout, c'est un cas que je connais très bien aussi au Brésil. Et à un moment donné, on s'est dit, ce sont des interventions qui sont assez complémentaires, assez convergentes. Je vous remercie. Et peut-être sans trop tarder, on passera à la partie débat et questions avec l'appui de quelques étudiants pour les micros dans la salle, si possible. Première question ici. Deuxième question. Peut-être on donne un peu des numéros. Question 1, 2, 3, 4. Et je vois 5. On prend les 5 premières questions et on continue par la suite. Merci. Ahmed Hakimi, Riyad. Donc, je suis là pour la société civile marocaine. On est dans l'agroécologie. Tout d'abord, je salue le panel, la qualité de partage. Je dois poser ma question. On sait bien que l'ensemble du globe terrestre a connu une pause pendant Covid. Donc, cette pause de Covid, normalement, c'est une station de départ ou bien de réflexion pour les modèles qu'on doit déployer pour le développement. Or, ce que j'ai constaté comme observateur neutre, je ne suis pas académicien, mais je suis quelqu'un qui est en train d'observer l'imitation sociale et économique. Donc, après ce post-Covid, j'ai constaté que les politiques n'ont pas changé, et même les normes qui ont prouvé qu'elles sont à un niveau qui n'ont pas pu résister au Covid, donc il y avait une panique. Donc, est-ce que pour la préparation de politique de développement, soit territoriale, soit celle de l'agriculture, on reste dans les mêmes dogmes qui sont prédéfinis, ou bien il est temps de changer la manière de faire, c'est-à-dire de descendre, de voir comment ont été les solutions pendant la période de Covid. Donc c'est bien les petits paysans qui ont contribué au survivre des territoriales, là où il y a interruption pour exporter et importer. Donc là, c'est la souveraineté alimentaire et pas la sécurité alimentaire. Parce que
on est là pour exporter, donc nous sommes à côté. Donc là, c'est la société civile qui le dit, et c'est la réalité qui le dit. Donc pour importer l'essentiel qui est le blé, et d'exporter de l'eau qui est l'avocat, ou bien l'orange, ou bien les tomates, et surtout, on sait bien la situation hydrique du Maroc. On est dans une zone semi-aride ou bien aride. Donc là, la question, est-ce que le panel est d'accord avec ces politiques-là et la manière de faire? Parce que les solutions qui sont dictées d'Europe, ou bien copier-coller d'autres pays, d'autres expériences pour appliquer au Maroc, là, nous ne sommes pas d'accord. Il faut bien un autodiagnostic qui démarre de base, c'est-à-dire des petits villageois pour comprendre leurs besoins pour le développement et s'ils sont impliqués, ils doivent contribuer pour le développement. Merci. Bonjour, Yasser Kouiba, étudiant en 4e année agroéconomie au département de sciences humaines à l'IAV Hassan II. D'abord, merci pour ce panel riche et fructueux. Les interventions ont souligné l'importance de l'interdisciplinarité, la complexité de la résilience des territoires. Peut-être que la solution est d'aller vers une approche qui est plus pragmatique, avec une décentralisation du pouvoir. Ma question, c'est que est-ce qu'on arrive maintenant à concrétiser cette vision avec des indicateurs de performance qui tiennent compte de cette synergie aussi bien sur le volet environnemental, économique et social, et aussi bien cet enjeu entre la performance et la résilience. Merci. Alors, bonjour, J'adore Doha, étudiante en agronomie, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Et j'aimerais bien lever l'attention sur la petite partie de la maison de vaches sans vaches et de souligner précisément la technocratie qui peut écraser notre réalité vécue. Bien évidemment qu'on a déjà, je cite par mot exact, l'obligation de réflexion, de planification du développement local, et j'aimerais bien lever la question sur l'accompagnement dynamique. Alors selon vous, à quel moment et par qui, bien évidemment, un accompagnement dynamique est jugé être convenable, significativement convenable, au contexte rural? Et est-il évalué à partir du terrain ou bien à partir du bureau, comme l'État et des bureaux d'études? Et finalement, comment assurer un accompagnement et une implication des populations rurales? Merci. Bonjour, je suis Bouyaba Katalneda, étudiante à l'IAV Hassan II. Alors, j'ai 3 points à articuler. Mon premier point est à M. Bertrand. Vous avez parlé d'une démarche leader articulant bottom-up. Et vous ne voyez pas qu'une gouvernance hybride articulant bottom-up et up-down sera plus efficace? Ma deuxième question à M. Alaoui. Alors, vous avez parlé de mobilisation des multi-acteurs. Vous ne voyez pas que ça va engendrer un chevauchement et conflit d'acteurs, surtout tenant compte de la dichotomie entre répartition administrative et la mobilisation territoriale, alors en parlant de coopératives, etc., locales. Et pour M. Brut, vous avez parlé d'amortissement de choc. Alors, est-ce que vous voyez que cette adaptation sera facile et applicable au niveau du Maroc? Merci. Donc bonjour, je suis Nada Walit, étudiante en 4e année en management de production végétale et environnement à l'IAV Hassan II. Donc ma question, c'est surtout, elle porte sur un volet que M. Bertrand a déjà évoqué, de l'expérience du groupe de réflexion de l'alimentation totale. Et ça m'a interpellée parce que j'ai posé la question sur les coopératives marocaines. Comment vous pouvez évaluer en tant qu'acteur, que vous avez déjà vécu l'expérience de la France, par exemple pour les produits terroirs,
La France est leader dans ce domaine, on a une valorisation très intéressante. Par contre, dans le secteur marocain, on a beaucoup de coopératives qui sont très dispersées et ils travaillent sur le même produit. Donc, est-ce que c'est plus valorisant de travailler dans une optique territoriale sur les mêmes produits le long du Maroc, ou bien plus privilégier une agrégation, ou bien on essaie de réunir ces personnes et ces coopératives afin de donner plus de performance à leur travail et assurer cette dynamique territoriale. Et en plus de ça, l'acteur rural marocain a vraiment une particularité sociologique et une personnalité qui est un peu très difficile à travailler avec, et surtout dans un rural marocain qui connaît une exode très intéressante, que M. Julien a déjà mis l'accent sur le fait qu'on doit travailler sur l'embauche locale, et dans une jeunesse marocaine qui est un peu pas ayant aussi d'espoir, surtout dans le monde rural, je parle en connaissance de cause, parce que dans tous nos stages en tant qu'étudiant, on écoutait que je vais quitter vers l'Italie ou bien l'Espagne. Donc comment vraiment cette approche territoriale, et surtout les coopératives, parce qu'ils génèrent de l'argent, parce que c'est quelque chose de matériel dans lequel je vais investir et gagner en retour de l'argent, peuvent vraiment être motrices, et comment la concrétiser dans le caractère marocain, aussi dans le contexte marocain. Merci. Merci beaucoup pour ce premier tour de questions. Peut-être on commence par la première question autour de, avec la post-Covid, est-ce qu'il n'y a pas des changements de politique? Comment on peut faire? Peut-être le lien avec la question, si j'ai bien compris la question, autour de la balance hydrique, est-ce qu'on est sur la même balance déjà? Parce que là, si on parle vraiment balance hydrique, nous, ce qu'on exporte, c'est nos ressources stratégiques, et ce qu'on importe, c'est de l'eau pluviale. Est-ce qu'on est sur la même balance ou non? Peut-être c'est Alaoui. Il y a un micro là. Alors, donc, très bonne question, monsieur. Je pense que la période Covid a permis aux plusieurs intervenants vraiment d'utiliser ce moment pour la réflexion, pour les études et pour l'analyse. Et là où le mot résilience face au choc est devenu vraiment très vulgarisé au niveau de plusieurs acteurs. Donc je parle juste de ma propre expérience. Donc le moment de Covid a été l'occasion vraiment de proposer des solutions, en plus de séisme également. Par exemple, le Maroc a proposé les réserves stratégiques, peut-être en céréales. Ça, c'était une proposition en réponse à ces chocs-là. Il y a aussi la capitalisation sur les expériences. Tout à l'heure, mon collègue a dit que tout le pilier le programme de l'économie sociale, d'intervention sociale et solidaire dans le plan Maroc vert. Donc, dans la nouvelle stratégie Génération Green, ils ont mis un prérequis intéressant, que je trouve intéressant, et c'est lié par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est le diagnostic participatif. Donc, chaque projet de l'économie sociale et solidaire, il doit être basé sur un diagnostic participatif dans un territoire déterminé. Je ne parle pas de la pratique réelle, mais je parle ici juste de la programmation, de l'implémentation de la stratégie, comment elle a été pensée. Par rapport à la fiabilité, par rapport à la résilience face au choc, surtout en termes d'importation, une analyse très intéressante a été réalisée par la FAO, où il y avait l'étude de la fiabilité des partenaires de la FAO avec des indicateurs très précis, et le Maroc est dans une situation assez confortable par rapport à ses relations avec ses partenaires. Il y a des pays, par exemple, pour l'importation des céréales, qui comptaient sur un seul partenaire. Le Maroc a multitude de partenaires, donc on est plus au confort par rapport à ça. Je voudrais parler juste d'une chose qui n'est pas vraiment, on ne l'a pas vraiment dit dans la première partie, c'est les outils à valoriser. Donc, je pense que la réforme de la régionalisation, elle a permis de développer des collectivités territoriales. Nous avons la région, la province et les communes. Ces collectivités territoriales, normalement, ils sont dotés de ressources, ils sont dotés d'outils de planification. Donc, nous avons le plan régional de développement, nous avons le plan d'action communale. Je ne sais pas si le plan au niveau provincial s'est développé ou pas encore, mais il y avait une étude pilote à Jrada, je pense que c'est le cas maintenant. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'âge des institutions. Je pense que c'est la deuxième expérience de ces plans de territorialisation. C'est le deuxième programme, plans régionaux qui vient d'être développé après ces dernières élections. Donc je pense qu'il faut valoriser ces outils-là. Je donne l'exemple d'un projet de la FAO au niveau des oasis,
Donc, nous avons travaillé avec 21 communes, nous avons développé un plan d'investissement et nous avons appuyé ces communes dans l'élaboration de leur plan d'action pour intégrer les propositions de ce plan d'investissement pour revitaliser les oasis. Et là, il y a des difficultés. Et ces difficultés, ils vont être... moi, j'ai aimé le mot animation territoriale. Moi, je dis facilitateur territorial pour essayer d'approcher toutes les visions et toutes les intérêts. Parce que c'est une question d'intérêt. Et lorsqu'on parle de question d'intérêt, il y a négociation. Donc, pour l'agriculteur, lorsqu'on parlera d'agriculture fluviale, on va parler plus de résilience. Mais lorsqu'on va parler de l'agriculture irriguée, on va parler plus de performance. Ça, c'est pour la première question. C'est pour la première question et une partie de la quatrième question aussi, ce que vous venez de répondre. On laisse les autres questions. Il y a une question, la deuxième question. Sur la première question, allez-y. Oui, sur la première question, moi je dirais que malheureusement, les politiques économiques n'ont pas du tout changé dans le monde. C'est-à-dire que la première attitude post-Covid, ça a été de rattraper les chiffres de la période avant Covid. C'est-à-dire que chacun s'est précipité pour revenir à la situation antérieure. Donc, autant pendant la période Covid elle-même, on se disait le monde n'est plus comme avant, il va falloir changer de modèle, etc. On va boucher les lignes, etc. Mais la situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, on commence à avoir un épisode de grippe aviaire qui touche les humains, qui fait que le Covid peut revenir sous forme de grippe aviaire humaine avec une épidémie mondiale demain. Et on vivra exactement la même chose que pendant la période Covid. Donc, globalement, au niveau des grandes orientations, rien n'a changé. Strictement rien n'a changé. Les approches One Health ne sont pas plus prises en compte pour faire en sorte que les virus circulent moins vite entre les animaux et l'homme, passent moins vite d'un continent à un autre. Rien n'a changé. Allez-y, on a. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que je crois aussi que rien n'a changé, mais je crois aussi que quand même on a aussi plein d'outils au Maroc qui nous permettent à un niveau très local de faire des choses. Donc je ne vais pas juger de comment sont les politiques publiques et leur vision, et voilà, mais en tous les cas je pense qu'on a quand même un cadre qui nous permet de faire des choses, enfin qui permet au Maroc de faire plein de choses qui vont dans le bon sens. Et alors, donc, tous ces outils justement de planification qui se déclinent à des échelles vraiment très locales de la commune, effectivement, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, mais aussi dans l'eau, etc. Donc on a des outils dont il faut faire usage. Alors après, bien sûr, la ressource, ça c'est un souci, la ressource. Mais enfin, moi, je viens de clôturer le projet précédent sur lequel je travaillais, on était sur des approches de résilience rurale dans des niveaux de village. En effet, en faisant cette animation territoriale, en demandant à ces doigts quelles étaient leurs visions de développement, quels étaient leurs souhaits, où est-ce qu'ils mettaient leurs priorités, est-ce que c'était dans un terrain de proximité pour le foot, tous secteurs confondus, ils arrivaient ils ont défini donc bien sûr leur vision de leur développement. Rien ne les empêche de faire ça, la politique actuelle ne les empêche pas de faire ça, mais qui plus est, en rapprochant aussi les autorités régionales de ces acteurs. Les autorités régionales ont mobilisé leurs propres ressources pour réaliser ces aménagements. Donc il y a aussi tout l'effort de rapprochement de ces acteurs, il reste à faire, mais je dirais que le cadre réglementaire est quand même... il y a beaucoup de choses en place qui peuvent être utilisées dans le bon sens. Pas tout est parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui me semblent... Encore une fois, une réponse assez complémentaire. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un effort énorme qui a été fourni en matière de conception d'outils, de planification et de réflexion, mais en termes de politique, ce qu'on retient aussi, c'est que rien n'a été changé forcément. Tout un développement d'outils de planification ne nécessite pas forcément systématiquement un changement de vision politique. C'est exactement ce qu'on retient. Il y a assez d'efforts qui ont été fournis en matière de planification, en matière d'outils, ok. Mais en termes de vision politique, c'est exactement le cœur de votre question, monsieur. D'après les réponses, il n'y a pas vraiment un changement en termes de politique. Peut-être Julien, et tu rebondiras directement après sur la question autour de l'amortissement du choc. Oui, donc en fait,
moi je suis d'accord, il y a des choses qui ont changé et il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Et je voudrais prendre un exemple en rebondissant sur ce que disait Anne sur la question du cadre. Moi je pense qu'au Maroc, il y a un cadre qui a été construit, un cadre institutionnel, etc., qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Mais le diable est dans les détails. Quand on met ensemble un ministère, une commune, une agence territoriale, une agence de bassin, chaque institution ayant des indicateurs à travers lesquels sa performance à elle est évaluée. Par exemple, l'agriculteur, une direction provinciale qui doit contribuer à hauteur de la mise en place de 1000 hectares d'oliviers, par exemple. Et l'agence de l'eau réduire de tant de pourcents la consommation en eau. Et la municipalité garantir que son budget est à l'équilibre. Ces injonctions-là sont contraignantes. Et elles sont contraignantes pour chaque institution. Et il ne faut pas être ingénu. Nous avons tous, dans nos institutions respectives, des injonctions comme ça. Moi, je suis chercheur, il faut que je publie au moins un article par an. 2, c'est mieux. 3, c'est bien. Si j'en publie qu'un, bah, on va me dire, c'est pas bien, Julien. Et donc, moi, une partie de mon travail, je vais devoir le réfléchir comme ça. Et donc, quand on met autour de la table des institutions pour réfléchir ensemble, c'est le cadre qui permet ça. Parfait. On réfléchit ensemble, mais ensuite, est-ce qu'on va réussir à prendre des actions qui vont permettre à chaque indicateur institutionnel d'être rempli? Est-ce que la personne du ministère de l'Agriculture, lui, il est évalué par rapport, est-ce qu'il a atteint les objectifs qui lui étaient fixés? La réponse est non. C'est pratiquement impossible de réussir quand on fonctionne de cette manière-là. Et c'est dans tous les pays. Et ça pose la question plus largement. Est-ce qu'il suffit de mettre en place un cadre institutionnel qui permet de discuter, de réfléchir à des solutions ensemble, mais quand chacun a ses indicateurs de son côté, bah la réponse est non. Et sur le plan scientifique, une des choses qu'on essaye de faire, c'est de construire avec cet ensemble d'acteurs des indicateurs communs. Et ensuite, il faut qu'au niveau politique, ces indicateurs ils soient acceptés comme des indicateurs de résultats. Et ça veut peut-être dire que ça oblige un ministère à changer ses indicateurs. Tu parlais des indicateurs, tu as dit, mais quels indicateurs de performance pour les territoires? Qui dit que c'est des indicateurs de performance qu'il faut avoir? Moi, je peux déjà te répondre, oui, il faudra qu'il y ait quelques indicateurs de performance, mais il faudra qu'il y ait d'autres indicateurs. Et ça, c'était les deux autres questions. Sur l'accompagnement dynamique, pour moi, la grande question là-dessus, c'est comment accompagner, comment évaluer ça. Et ça, c'est une réflexion sur quels indicateurs. Les indicateurs, on a beaucoup discuté avec les étudiants que j'ai en cours, ce sont des construits politiques. Et donc déjà choisir l'indicateur, c'est déjà choisir. Si je choisis un indicateur de performance pour le ministère de l'Agriculture et que l'indicateur c'est le nombre d'hectares que j'ai plantés cette année, bah déjà je vais pousser au développement des zones irriguées, etc., de toutes les cultures que j'ai mis en œuvre. Avec derrière, le ministère de l'eau ou les agences de bassin qui doivent limiter, eux ils ont des indicateurs les deux ministères vont être, ou les deux agences vont être avec des objectifs complètement opposés. Et du coup inatteignables. Et donc ça pose des questions d'intégration. Sur l'amortissement des chocs, qui était le dernier point. Sur l'amortissement des chocs, je dirais qu'il y a des choses qui sont au niveau de l'État, des régions, des provinces et des municipalités au niveau local. Au niveau de l'État, et le Maroc fait déjà beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des communautés, bien sûr. Au niveau de l'État, par exemple, moi, je regarde avec un regard plutôt positif la politique extérieure marocaine de multipartenariat qui lui permet, comme vous l'avez dit, de diversifier ses fournisseurs, ses interactions, ses partenariats, et donc de diminuer les risques et d'être plus en capacité, par exemple, s'il y a une défection sur
fourniture d'énergie ou de blé, d'avoir des alternatives. Ça, moi, je trouve que la diversité des choses, c'est un indicateur de résilience très fort. D'accord ? Au niveau... Maintenant, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la capacité d'amortir les chocs, elle est aussi liée à l'intégration des échelles. Et ça, pour moi, c'est encore une des choses qui, au niveau du Maroc, peut beaucoup se travailler. Le système, il est quand même très descendant, et avec assez peu de remontées. Et je pense qu'il y a une marge d'amélioration considérable pour le Maroc, pour la capacité d'amortir les chocs. Typiquement, dans la vallée du Dadès où on travaille, je suis désolé, mais le problème de l'alimentation en eau dans la vallée du Dadès, il doit avant tout se réfléchir et se discuter avec les gens de la vallée du Dadès. Et ça, c'est pas une agence de bassin extérieure ou un ministère qui doit réfléchir à leur place. Ils doivent venir pour aider à réfléchir. Mais c'est avec les gens qu'il faut construire ça, avec les différents acteurs qui vivent et qui utilisent cette eau de façon permanente. En fait, c'est une des difficultés dans l'amortissement des chocs qu'on a à résoudre. Plus on monte vers le niveau central, plus on a des compétences académiques, des ingénieurs, des chercheurs, des grands experts. Plus on est au niveau local, plus on a des gens qui connaissent le territoire, savent ce qui s'y passe, savent quels sont les vrais besoins et ce qui est important. Et donc on a besoin de concilier ça. On a besoin de ces allers-retours. C'est pas que le savoir scientifique. Le savoir des gens au niveau local, il est clé. Et donc une des clés de l'amortissement, c'est d'articuler tout ça. C'est d'avoir des arènes qui vont permettre d'articuler tout ça. Mais pas juste discuter, hein. Aller jusqu'à la décision. C'est pas du tout pareil. Merci beaucoup Julien. Peut-être la dernière question à M. Bertrand, elle a été destinée. C'est par rapport à le retour d'expérience autour de l'alimentation territoriale. La question était comment on peut évaluer la dynamique des coopératives au Maroc et comment vous voyez cette dynamique par rapport au retour d'expérience à l'expérience de la dynamique des coopératives en France. Je trouve que la dynamique des produits du terroir ici elle est extrêmement intéressante et je crois qu'il y a un énorme travail qui a été fait grâce à l'Agence de développement agricole pour en faire la promotion et multiplier le nombre de coopératives qui fournissent des produits du terroir et qui les commercialisent. Alors après, c'est vrai qu'on est sur certaines filières spécialisées, c'est-à-dire que la diversité, la gamme des produits reste relativement faible. En même temps, elles sont construites autour des produits qu'on peut effectivement valoriser localement. Après, je saurais pas répondre sur l'intérêt d'une meilleure agrégation de ces produits. Ça demanderait vraiment de savoir s'il y a des difficultés ou non de commercialisation de ces produits du terroir. Il n'y a pas forcément de difficultés. Je n'ai pas entendu parler de coopératives de produits du terroir qui n'arrivaient pas à vendre ces produits, etc. Donc je pense qu'il y a encore de la marge au niveau du marché, que les choses sont relativement efficaces, mais ça demanderait, je dirais, un vrai diagnostic, et là, coopérative par coopérative, avec les acteurs locaux pour savoir, eux, est-ce qu'ils ont l'impression que finalement ils ne produisent que telle quantité parce qu'ils savent qu'ils n'ont accès qu'à tel marché et que donc s'ils avaient la garantie qu'ils pourraient écouler plus, ils pourraient produire plus. C'est vraiment à voir avec les acteurs locaux pour vérifier l'intérêt d'avoir quelque chose de moins dispersé. La dispersion n'est pas forcément le signe d'une inefficacité. Hein. On ne construit pas une filière sur le miel comme on construit une filière céréale, c'est clair. Chaque produit a ses spécificités et il ne faut pas vouloir penser qu'on arrivera à avoir sur des produits du terroir quelque chose d'aussi intégré qu'on peut l'avoir sur d'autres filières. Merci M. Bertrand. Peut-être Madame Anne, il veut ajouter quelque chose. Il y a aussi un grand programme de l'Agence pour le développement agricole de produits terroirs qui est mis à niveau des coopératives. On est dans sa 11e édition avec un accompagnement un peu
et le diagnostic des différentes coopératives. Mais est-ce que ça reste suffisant? C'est la question principale. Madame Anne. Oui, je voulais juste rapporter là-dessus, enfin rebondir là-dessus. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a une diversité, il y a vraiment quelque chose d'intéressant au Maroc, une grande dynamique dans ces coopératives, notamment agricoles, mais pas uniquement. Mais par contre, moi, les membres de mon équipe, ils étaient là mardi, mercredi à Inil, à Orica, à Rago, justement, avec les coopératives, en essayant d'analyser quels étaient les freins. Est-ce qu'il y avait des freins à une coopérative mieux structurée, ou est-ce que c'était des freins à l'écoulement de la marchandise? Bon, chaque coopérative, en effet, chaque coopérative a ses spécificités, mais on a quand même un nombre, enfin j'ai plus les nombres les chiffres en tête, mais il y a vraiment trop de coopératives, en effet, donc il y en a beaucoup, c'est des coquilles vides, ça c'est clair. Et alors, je ne sais pas si les agrégés, bon là, il n'y a pas une solution, mais en tous les cas, il est clair que parfois, c'est des mises en réseau qui sont vraiment importantes parce que la structure, elle est trop petite, mais de toute façon, elle ne peut pas produire davantage. Elle n'a pas un problème d'écoulement de marchandises, mais un problème d'approvisionnement de produits à la base, et notamment sur les produits, toutes les coopératives PAM, plantes aromatiques et médicinales. Il y en a qui ont vraiment des problèmes d'écoulement de marchandises. Enfin, il y a vraiment différentes facettes. Mais c'est sûr qu'il y a trop de coquilles vides qui, du coup, qui sont... Ouais, ça, je pense que ça n'aide pas. Mais après, il y a vraiment... Je trouve qu'il y a... Voilà, entre le marché solidaire, toutes les étagères, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites et qui permettent quand même un grand écoulement et une promotion de ces coopératives. Merci beaucoup, Madame Anne. On avait promis un arrêt à 14h45 aux organisateurs. On est à 15h, mais quand même, j'ai promis aussi à l'audience un deuxième tour de questions. Peut-être on prendra 2 questions si on a, si Bouaziz. Et la deuxième question est de là, CNS, 3 questions. Et puis on essaie de faire vite, de faire ça en 5 minutes grand max, pour permettre aux autres intervenants d'intervenir. Bonjour, je suis Aimé Siswan, étudiant à l'IAV. Et donc j'ai une question. Premièrement, je vous remercie pour votre intervention, le temps et les moments de partage, c'était très intéressant. Je tiens à souligner également la situation quasi kafkaesque de la Maison des Vaches, qui est très intéressante et qui fait penser également au plan Maroc Vert. Comme vous avez dit, toute ressemblance est fortuite. Je ne le pense pas. Bon, le pilier, je pense premièrement qu'il y a eu dans les piliers du plan Maroc Vert, ce que je comprends ou ce que je déduis, c'est que c'était une sorte d'application de la théorie de ruissellement. Et donc on a fourni des moyens aux grands agriculteurs dans l'espérance que cela entraînerait tout le secteur et ferait en sorte qu'il y ait une sorte de dynamisation, ce qui n'a pas été très favorable aux petits agriculteurs. Et donc la génération green, à mon avis, vient comme une conséquence de cette stratégie. Et donc, j'aimerais poser une question dans la continuité de ce qu'avait présenté M. Boucar également précédemment. Est-ce que vous pensez que le plan Maroc Vert a contribué à l'inclusion sociale, donc pour améliorer le développement rural, ou est-ce qu'il y a eu une sorte de disparité des richesses trop importante qui a finalement fait que l'inclusion n'a pas été faite? Une deuxième question qui peut-être pourrait être adressée à M. Julien, qui a dit que les stratégies sont adressées au bureau d'études, alors ce qui pose la question de la souveraineté stratégique du pays. Et donc ma question c'est comment conserver la souveraineté stratégique tout en standardisant les pratiques d'expérience réussie, donc d'expérience préalable, comme vous avez dit, il ne faut pas inventer de nouvelles choses, mais il faut voir ce qui se fait et le faire à notre manière. Donc merci. Merci beaucoup. Ahmed Bouaziz, professeur retraité de l'IAV. Moi, je vais poser 2 questions. La première, c'est sur l'IAV, maintenant que je suis retraité. En regardant l'IAV de l'extérieur, je pense que le CIRAD a une bonne collaboration avec l'IAV, notamment en ce qui concerne les stages collectifs. J'ai participé en tant que retraité à stage collectif de Msmrir et dans les oasis de montagne et dans les oasis à Palmiers. Je trouve que c'est une expérience très intéressante, mais
je me demande comment rendre sustainable ou bien durable les stages collectifs. Enfin, moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est qu'il faut l'institutionnaliser au sein de l'IAV, parce qu'on ne peut pas baser un stage collectif sur un financement du CIRAD. Et là, j'interpelle aussi Sibel Mel, qui est parmi nous, en tant qu'administration de l'IAV. Je pense qu'il faudra faire une évaluation du point de vue financier de combien ça coûte un stage collectif et pourquoi pas réfléchir à faire revenir avec le stage de développement qu'on pourrait appeler stage de développement des territoires et des filières. Je pense que c'est une idée très importante, notamment il faut profiter du fait que les collègues du CIRAD sont encore là pour un moment, parce que sinon ça va être cause perdue et on risque de perdre ce stage parce qu'on ne pense pas au financement. Et dans les rubriques du budget général, moi je pense qu'il doit y avoir des rubriques stages collectifs avec un financement conséquent pour prendre en charge les étudiants sur le terrain, pour les véhicules, etc. Ça c'est un peu, je dirais, ma première remarque. Et la deuxième, c'est en ce qui concerne la pédagogie telle que ça s'est réalisé à Msmrir. Je pense que c'est un stage de diagnostic territorial, mais à mon sens, il faudrait aller compléter cette phase de diagnostic du territoire par une deuxième phase de formulation des projets que les communes ou bien l'ANZOA ou bien l'institution ad hoc puissent financer. Et puis même, pourquoi pas réfléchir à une troisième phase avec les étudiants qui peuvent monter les projets qui ont été formulés. Il faut les monter et les faire financer par un bailleur en accompagnant les étudiants et en les formant, tel que nous, on a pu le faire avec l'ANZOA, une très bonne expérience sur la création d'emplois et des revenus en milieu rural dans 15 communes. C'est le projet qui a été financé par le PACZO, par le FEM. Et c'était très intéressant d'avoir accompagné formé et accompagné un certain nombre de coopératives, de micro-entreprises rurales, je dis bien rurales, pas uniquement agricoles. Les seuls agricoles qui étaient d'ailleurs, c'était sur la transformation des produits comme le henné et les dattes, etc., le cumin. Et ces expériences-là sont très intéressantes et ça nous a permis de produire un film que j'ai envoyé à l'une des étudiantes ici présentes. Donc, les enseignants, ce n'est pas uniquement les cours en salle, la recherche. Moi, je pense qu'il y a aussi une tâche de collaboration avec l'administration pour la recherche des fonds. Pour pouvoir continuer à réaliser ces stages, il faut aller vers les régions, vers les communes qui sont intéressées par ce genre d'approche pour monter des projets sur une base concertée. Et c'est une façon de réduire le poids sur les acteurs, notamment sur les agriculteurs. J'ai encore de la famille qui sont agriculteurs. J'ai discuté avec Matla l'autre fois sur le stage en exploitation. Mettre un trinôme chez un agriculteur qui vient de subir 3 ou 6 années de sécheresse, c'est vraiment sans que l'IAV contribue, sans que les étudiants aient une bourse de stage, c'est à réfléchir. Ce n'est pas sustainable, ce n'est pas durable. Et donc il faudrait que l'administration, comme les autres écoles, comme l'école des mines de Rabat, donne des bourses aux étudiants. Parce que mettre à la charge des agriculteurs, des étudiants, parce qu'on veut continuer à pratiquer la pédagogie du réel, mais il faut avoir les financements, les moyens de sa politique, la moyenne de sa pédagogie. Une dernière question, la deuxième, c'est pour
des collègues de la GIZ et de la FAO, c'est l'évaluation. Je me demande si les projets sont évalués à la fin avec des conséquences. Je sais que la FAO, elle le fait, parce que j'ai été l'un des membres de l'évaluation. Et les évaluations, il ne faut pas les prendre dans le sens négatif, c'est même positif. Et ça permet d'identifier les forces, les faiblesses et de rectifier les tirs si on a fait des erreurs, ou là, des manquements, etc. Merci beaucoup. Et je trouve que votre équipe fait un travail extraordinaire. Merci. Merci, Sébouaziz. Merci. Donc, je me représente, c'est Anas Mortali. D'abord, je suis un membre fondateur de la MEA. Donc, ça, c'est important à souligner. Et là, j'occupe le poste de chef de département du développement rural et sectoriel au niveau d'un bureau d'études nationales, ADI, et donc qui a été créé depuis 1976 et qui accompagne le développement territorial du Maroc d'une manière importante. Alors, juste, ce n'est pas des questions, mais juste un partage, retour d'expérience, surtout avec les étudiants qui ont posé la question autour des coopératives et est-ce que la commercialisation se fait d'une manière normale? Est-ce qu'il y a de l'écoulement de la production? Il y avait des réponses que on ne pense pas, mais la réalité, d'après ma participation à 4 programmes de mise à niveau dont Simatallah a présenté par rapport à l'action de l'Agence pour le développement agricole. Et d'ailleurs, les principales questions qui se posent, c'est comment arriver à commercialiser le produit une fois il est là. Et donc là, c'est une réalité, je vous confirme que la commercialisation de produits, c'est une vraie contrainte chez les coopératives au niveau du Maroc. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, un autre retour d'expérience par rapport à cette question de pilier. Pilier 1, pilier 2. Il faut dire que le pilier 2 a connu la réalisation des vrais programmes de développement rural au niveau vraiment des zones de montagne comme Azilal. Donc là, moi, j'étais moi-même chef de mission d'un grand programme durant 7 ans, spécifiquement pour ça. Et les collègues ont travaillé avec nous, on a collaboré ensemble, et ils ont touché vraiment, on a touché à travers l'action. Ça c'est mon témoignage à travers l'expérience pure. Donc, il y avait vraiment du travail qui touchait l'agriculteur au niveau, même les zones montagneuses, les mêmes sont d'accord? Donc il faut il faut séparer les choses, il faut avoir la part des choses, d'accord? Vous êtes des étudiants, c'est bien de penser avec une liberté, mais quand même, la réalité, il est là, il faut aller voir. Voilà, donc merci et bravo. Merci beaucoup CNS. Donc rapidement, c'est juste un petit complément par rapport à ce qu'il dit Sébouaziz, c'est juste pour les étudiants. Sébouaziz ne parle pas des stages collectifs que vous faites déjà, stage d'exploitation, stage de réalisme, il parle d'une forme particulière des stages. C'est l'école terrain dans les stages de spécialité. Historiquement, il y avait un autre stage. Après le stage d'exploitation, c'est le stage de développement, il n'est plus. Et maintenant, pour pérenniser ces écoles terrain et cette forme, la question se pose, est-ce qu'on revient au stage développement? Pour l'école terrain, c'est quelque chose qu'on fait au niveau département, sciences humaines, sur des fonds de projets de recherche. Donc ce sont des fonds de la recherche propre qu'on mobilise pour les écoles terrain. Et Sébouaziz, il questionne depuis longtemps la pérennité de cette activité qu'il la trouve très très intéressante et vu le retour d'expérience qu'il a, vu les différents stages qu'il a passés, il a parfaitement raison. On a commencé cette discussion avec Sibamel qui vient d'atterrir, il partage parfaitement cette vision, il y travaille.
Et on est en train de réfléchir tous ensemble, je vous rassure, c'est d'amener les conscients, on en a discuté à maintes reprises. Et là, par la suite, on essaie de pérenniser ça, on essaie d'élargir ça aux autres départements. Chez nous, on le fait ça devient maintenant une routine de chercher des financements, que ce soit sur des fonds propres, que ce soit à travers des coopérations. Mais le souci, c'est de pérenniser et le mettre à profit pour tous les étudiants de l'Institut et non seulement des départements. Rapidement, si vous permettez, parce que quand même, il y a d'autres intervenants après nous qui sont là depuis le matin. On a 3 petites questions, PMV inclusion sociale et les questions d'évaluation à la FAO et la GIZ. PMV inclusion sociale, c'était destiné à Bertrand aussi. Et donc Julien qui commence. Ça va être rapide, la réponse, c'est que je n'ai pas la réponse. Alors, c'était aussi une question comparée avec un discours de Mélenchon. D'abord, ça demanderait d'avoir une définition claire de l'inclusion sociale. Qu'est-ce qu'on appelle inclusion sociale? Est-ce que le fait de développer l'emploi salarié dans les grandes exploitations, on considère que c'est de l'inclusion sociale ou pas? Enfin, voilà. Donc, quelle serait la définition de l'inclusion sociale? Ensuite, je pense que les données du plan Maroc Vert donnent des indications sur le nombre de jours de travail qui ont été créés, etc. Alors après, il faudrait savoir quelle a été la méthode d'évaluation de ces données. Mais je ne pense pas qu'on puisse globalement, à partir des documents que moi je suis arrivé à trouver, fournir la réponse. Mais je pense qu'après, il faut effectivement travailler avec des témoignages, comme le témoignage de monsieur, sur son vécu au niveau d'un territoire. Merci beaucoup. Anne? Alors l'évaluation des politiques publiques marocaines, en effet, moi ça m'intéresserait de voir une évaluation de politique publique, mais pour en revenir aux évaluations de projets, alors nous on a les évaluations financières d'abord, parce qu'on est en mode de l'argent public allemand, donc on a chaque année des audits, chaque année, que ce soit les audits internes, ça peut être parfois de notre ministère, qui est celui qui donne l'argent, ou à chaque fois le cofinanceur, Cour des comptes, bon bref, on est audité dans tous les sens, sur la partie financière, l'évaluation. Il y a 2 aspects dans les évaluations, et l'évaluation technique. Alors avant, dans le passé, un projet mis en œuvre par la GIZ était systématiquement techniquement évalué en fin de projet. Donc c'est des projets qui peuvent prendre 4, 5 ans, etc. Maintenant, ils ne font plus ça systématiquement, mais par contre, il y a évidemment, on rend compte à notre commettant. Et on a aussi des évaluations qui sont faites aléatoires, enfin donc pas systématiques. Chaque année, il y a plusieurs projets qui sont évalués, évidemment. Et les évaluations aussi sectorielles, pour avoir aussi une vision d'ensemble sur un secteur, comment il a été adressé, quels ont été les résultats, etc. Il y a beaucoup de choses publiques sur le site, et après, on a aussi énormément de choses. Vous imaginez la taille de l'institution. Il y a aussi un énorme effort de gestion des connaissances qui est fait à l'interne pour qu'un projet puisse bénéficier, bien sûr, de ce qui est fait. Donc tout est disponible, moi, je peux voir toutes les évaluations que n'importe quel projet a subies, etc. Merci beaucoup. C'est également le cas pour l'AFO. Et j'aimerais bien différencier entre évaluation, inspection, audit, contrôle. L'évaluation, c'est pour les résultats, c'est pour la capitalisation. Ce n'est pas de l'inspection. Donc, je pense que c'est très intéressant de les avoir. Au niveau de la FO, il y a des évaluations de projets, donc, surtout pour les projets qui sont financés par des bailleurs de fonds assez structurants. Le deuxième niveau, c'est l'évaluation du cycle de programmation, donc de l'ensemble des domaines de résultats où la FO a intervenu pendant 5 ans. M. Belzis a participé, je pense, à l'évaluation du dernier cycle de la FO. Et il y a les évaluations d'impact. Les évaluations d'impact, je donne un exemple, l'impact de la crise de l'Ukraine sur la sécurité alimentaire au Maroc. Donc il y a des impacts, donc des évaluations thématiques. Je voudrais juste rapidement rebondir à la réponse de Enes. Je sais très bien pourquoi Enes a parlé de pilier 2 et SILED, mais il a omis une petite information. C'est l'approche du FIDA, l'approche intégrée qui a permis à certains projets de développement territorial de réussir. Parce qu'il tient compte de plusieurs dimensions, et pas seulement de la dimension productiviste directe. Donc l'approche FIDA, même dans le House, à Tchaza, à Zila, dans plusieurs zones au Maroc, c'était très intéressant. C'est l'approche intégrée.
c'est pas similaire aux autres projets d'économie sociale et solidaire qui ont été implémentés dans le cadre du pilier 2. Donc c'est juste. C'est le cas de. C'est l'exemple PDSDM dans la zone d'asile, c'est ça. Julien? C'était sous le pilier 2. Ah, bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup en fait, au nom de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et au nom des étudiants et des organisateurs de forum et de cette conférence. Je tiens à remercier tous les panélistes et les intervenants pour la clarté des interventions, pour leur générosité des interventions, leur partage. Ils ont partagé avec nous avec générosité leur retour d'expérience, leurs doutes parfois, mais aussi leurs convictions par rapport à ce qu'ils avancent. Ce qu'on retenant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une seule voie tracée pour le développement rural, pour les dynamiques territoriales, mais ce sont des dialogues entre les institutions, ce sont des échanges entre chercheurs, étudiants, acteurs de développement, partenaires publics, partenaires privés, qu'on pourra aller vers une dynamique territoriale, qu'on pourra aller vers un développement rural durable. Ce que je retiens surtout, c'est la responsabilité collective que nous partageons aujourd'hui, que nous engageons, que nous essayons d'engager pour ce développement rural. Et un dernier mot peut-être aux étudiantes et aux étudiants et aux organisateurs. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une preuve et un acte de citoyen au sens noble du terme. Bravo. Un grand bravo pour la qualité de l'organisation, pour le choix et la pertinence. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous voulez un panel international. Ça se voit très clairement les atouts de ce panel. Un grand merci et au nom de vous, encore une fois, je vous remercie et je remercie les panélistes et je vous souhaite une très bonne continuation.